Bonjour à tous, Steve Nadjar au micro du 14h de Radio J. Merci de nous rejoindre, c'est un bonheur de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, dans quelques minutes, le direct de Jérusalem. On évoquera avec Pascal Zonshine les prochaines mesures du gouvernement israélien contre le coronavirus. Notre invité à 14h15 sera l'économiste Marc Toiti. Au menu également de ce 14h, le rituel perturbé de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et puis un éclairage passionnant sur l'antisémitisme et de la musique. Enfin avec Yael Naïm. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières nouvelles avec le journal Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. En Israël, Gabriel, le cabinet coronavirus se réunit cet après-midi pour décider d'éventuelles restrictions lors des vacances. Plusieurs solutions sont sur la table alors que la pandémie de coronavirus continue de progresser dans le pays. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a appelé à un confinement total pendant les fêtes de Tishri. Il a déclaré ce matin à la radio de l'armée qu'il lui était difficile de voir comment éviter un confinement total. Le plan du ministre de la Santé comprend la fermeture de toutes les universités, lieux de travail et de rassemblement. Deux autres propositions devraient être également présentées au ministre par le coordinateur coronavirus Roni Gamzou. La première concerne un confinement national uniquement pendant les vacances elles-mêmes. Les élèves de la première à la quatrième année continueraient d'aller à l'école, les autres restant à la maison. Les restaurants et autres lieux de divertissement ne seraient ouverts que dans les communautés vertes et jaunes, celles dont la morbidité virale est faible ou modérée. Et le second plan appelle également un confinement uniquement pendant les vacances elles-mêmes, mais verrait tous les restaurants et sites de divertissement fermés complètement. Il faut dire, Gabriel, que les chiffres ne sont pas bons. 3951 cas positifs ont été enregistrés hier en Israël. C'est la première fois que près de 4000 contaminations sont rapportées en un jour. L'État hébreu compte 31 769 cas actifs, dont 487 patients dans un état grave et 137 sous respirateur. 1055 morts ont été recensés au total depuis le début de la pandémie. Dans ce contexte, 100 Israéliens vont recevoir, Gabriel, un vaccin expérimental contre le coronavirus. Le premier essai du vaccin contre le coronavirus de l'Institut biologique Ness Ziona aura lieu le mois prochain dans les hôpitaux Sheba et Hadassah de Jérusalem. Le Yediot Aharonot a rapporté ce matin qu'une centaine de volontaires, dont le recrutement débutera dans les prochains jours, participeront à l'expérience et recevront ce vaccin. Dans la première phase, l'innocuité du vaccin sera testée et s'il s'avère qu'il n'a pas d'effet secondaire significatif, les essais seront étendus à des centaines de volontaires. Les essais devraient commencer après la fête de Sukkot. En attendant un vaccin, Avigdor Lieberman est entré en quarantaine aujourd'hui. Il avait été en contact avec une personne infectée. Un contact lors d'une visite ayant eu lieu cette semaine. Plusieurs membres du parti Israël Beitenu étaient également en contact avec ce cas confirmé de coronavirus et entreront également en isolement, dont les députés Oded Forer et Evgeny Sova. Diplomatie maintenant avec les suites de l'accord Israël-Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite ouvre son espace aérien à tous les vols en provenance et à destination d'Israël. Riyad a accepté d'ouvrir son espace aérien non seulement aux vols entre Israël et les Émirats Arabes Unis, mais aussi à tous les voyages vers l'Est, a annoncé hier Jared Kushner, le conseiller spécial de Donald Trump. Cette annonce précède la signature de l'accord de normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats Arabes Unis la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Tout cela réduira une grande partie du temps de trajet entre différents pays, ce qui permettra aux Saoudiens de se rendre plus rapidement en Europe s'ils survolent Israël et aux gens voyageant d'Israël vers l'Asie et d'Asie vers Israël de profiter de plus de correspondance, a précisé le gendre du président américain. Justement, le même Jared Kushner a déclaré hier soir que le plan de paix du président américain était destiné à sauver la solution à deux États. Le conseiller spécial de Donald Trump a ajouté que la solution était toujours sur la table. Nous essayons de sauver la solution à deux États. Si nous avions continué avec le statu quo, en fin de compte, Israël aurait dévoré toutes les terres de Judée-Samarie, a indiqué le gendre du chef de l'État. Bis repetita dramatique au Liban ce midi. Un gigantesque incendie a éclaté tout à l'heure au port de Beyrouth, un mois à peine après l'explosion. Un magasin de pétrole et de pneus a pris feu, mais aucun blessé n'a été signalé pour l'instant. On peut apercevoir sur les images circulant une importante fumée noire émanant du port. L'armée a déclaré que la raison pour laquelle l'huile et les pneus avaient explosé en flammes n'était pas immédiatement claire et a déclaré qu'elle envoyait des hélicoptères pour aider à maîtriser le feu. Des images télévisées ont montré un hélicoptère lâchant de l'eau sur l'incendie.
L'actualité en France maintenant, à la veille du Conseil de défense, Emmanuel Macron a déclaré que des décisions difficiles devront être prises sur le front du coronavirus. Le président est en visite à Ajaccio à l'occasion du sommet des 7 pays du sud de l'Union européenne. Le chef de l'État veut donner de la visibilité sur les prochaines semaines. Ces décisions seront déclinées territorialement, mais sans céder à quelque panique que ce soit. Nous aurons au Conseil de défense de vendredi des décisions à prendre, comme à chaque fois. Et j'ai à chaque fois, avec le Premier ministre et le gouvernement, pris mes responsabilités en essayant d'être le plus transparent, le plus clair possible. Ce que nous devons faire, c'est nous adapter à l'évolution du virus, c'est essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci, avec les gestes barrières que nous respectons, avec l'organisation de la vie sociale que nous devons adapter. Mais je crois que nous devons le faire en permettant de continuer à vivre. Emmanuel Macron ce matin à Ajaccio. Sur le plan comptable, Gabriel, maintenant 8577 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés hier en France. En une semaine, près de 50 000 cas positifs ont été enregistrés. L'Hexagone compte 30 794 morts depuis le début de la pandémie, soit 30 de plus que la veille. 644 foyers de contamination ont été recensés, 32 écoles et 544 classes ont été fermées selon le bilan d'aujourd'hui. Et parmi les objets de discussion du Conseil de défense demain, Gabriel, le délai d'isolement pourrait être raccourci à 7 jours au lieu de 14. Ce sera un des objets de discussion du Conseil de défense. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, était l'invité d'RTL ce matin. Le Conseil est persuadé qu'il ne faut pas revenir au confinement, a-t-il déclaré. Les chiffres montrent que le système de soins et le nombre de lits de réanimation va être bousculé à partir de la mi-octobre, a prévenu le professeur. Sur la période de quarantaine qui pourrait être réduite à 7 jours, Jean-François Delfraissy a indiqué que l'isolement devait débuter au moment des premiers signes cliniques. Alors pourquoi on est passé à 7 jours ? C'est parce qu'en fait, et je voudrais insister sur un point. On est passé ? Ça y est, c'est décidé ? Enfin, pourquoi nous, conseil scientifique, recommandons 7 jours et ensuite il y aura une décision politique. Nous, une fois de plus, nous ne décidons rien. Parce que le risque de contamination après J7, J8, il est extrêmement faible. Tout se joue dans les premiers jours. Justice maintenant, 7e jour du procès Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. La Cour entend depuis ce matin les proches des victimes de la rédaction de l'hebdomadaire. Véronique Cabu, la première entendue ce matin, a évoqué la vie de son mari, le dessinateur Cabu, avant de raconter comment elle avait appris la nouvelle de l'attaque sans savoir immédiatement ce qui était arrivé à son époux. Au fond de moi-même, je me suis mise à hurler. Je savais que le pire était arrivé, a-t-elle raconté. Cabu est mort pour ses idées. On ne se remet jamais d'un tel drame. Cet après-midi, ce sera au tour de Maryse Wolanski notamment. Hier, les témoins blessés dans l'attaque ont été entendus. Parmi eux, Rhys, qui a livré un témoignage poignant. Je comptais les secondes. Chaque seconde qui passait était précieuse. C'était peut-être la dernière. Et puis là, je reçois un coup dans le dos, se souvient-il. Je me suis mis en apnée. Je me disais, s'il me voit respirer, il va m'en remettre une. Puis vous pourrez continuer à suivre l'avancée de ce procès tout au long de cet après-midi lors de nos prochaines éditions. Politique maintenant, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a été réélu ce midi à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il l'a emporté avec 55% des voix contre 45% pour la députée des Yvelines Aurore Berger. L'ex-premier flic de France a recueilli 145 voix contre 120 pour sa rivale. À 54 ans, ce fidèle du chef de l'État était pressenti pour prendre la relève de Gilles Legendre. Ce dernier avait démissionné mi-juillet après la révélation dans Marianne d'une note sur le remaniement adressée à Emmanuel Macron. Elle suggérait entre autres la démission du Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe. Et puis une interview qui fait du bruit pour terminer cette édition. Nafissatou Diallo sort de son silence 9 ans après l'agression sexuelle dont elle a été victime au Sofitel de New York. Et c'est à lire, Gabriel, dans Paris Match. L'affaire DSK a gâché ma vie, déclare notamment Nafissatou Diallo, 9 ans après l'affaire du Sofitel qui a précipité la chute de Dominique Strauss-Kahn. La femme de chambre s'exprime cette semaine dans Paris Match, affirmant notamment avoir été privée de justice et avoir eu envie de se suicider. Merci Gabriel. 14h09, on part tout de suite en Israël où nous attend notre correspondante permanente. Bonjour Pascal Sunshine.
Bonjour Steve Nadjar. On vous retrouve pour votre direct de Jérusalem. Pascal, avec désormais près de 4000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, la situation sanitaire se dégrade malheureusement en Israël sur le front de la Covid-19. Et une réunion ministérielle se tient donc cet après-midi pour décider de nouvelles directives pour les jours à venir, bien sûr, et notamment pour les fêtes du Nouvel An juif, à commencer par Rosh Hashanah. Alors Pascal, quelles sont les différentes hypothèses sur la table ? Confinement total ou filet resserré selon l'expression pudique employée par le commissaire au Covid, le professeur Gamzou. En tout cas, il semble clair désormais qu'on n'échappera pas à une mesure nationale de restriction des mouvements de l'ensemble de la population israélienne à partir probablement du milieu de la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, c'est-à-dire pour coïncider effectivement avec le Nouvel An, avec les fêtes de Rosh Hashanah et probablement pour toute la durée du mois de fête, donc toute la durée du mois de Tishri. Jusqu'à Sukkot. Absolument. Donc on s'engage là dans la voie que beaucoup espéraient effectivement arriver à contourner, mais malheureusement, et vous l'avez dit d'entrée, Steve, les nouveaux cas de Covid enregistrés, c'est encore un record battu, un mauvais record battu avec pratiquement 4000 nouveaux cas en l'espace de 24 heures. Donc cette fois-ci, apparemment, pas d'alternative possible. Donc pas de surprise à attendre de cette réunion qui a démarré il y a quelques minutes en Israël. Disons surprise peut-être simplement sur le degré de sévérité de ce confinement. Est-ce que des mesures de circulation limitées seraient encore autorisées ? Est-ce que qu'est-ce qui se passera avec les établissements scolaires ? Il y a une marge, disons, laissée à la discrétion des ministres qui vont devoir décider, mais dans l'ensemble, ça veut dire quand même porter un arrêt net à l'activité de l'ensemble du pays, évidemment aussi avec les implications économiques que cela entraîne. D'ores et déjà, Pascal, un couvre-feu nocturne, vous l'évoquiez, il y a un instant, a été appliqué dans une quarantaine de villes situées en zone rouge depuis à peu près 48 ans en raison du taux de contamination élevé de leur population, des villes très largement orthodoxes et arabes. Comment réagissent les habitants de ces localités ? Avec beaucoup de confusion, je crois que c'est à nouveau le mot qu'il faut employer pour décrire. Vous parliez de balagan hier. Voilà, j'essaye d'être un peu plus modéré ou un peu plus académiquement correct, mais le résultat est là. Il s'agit de populations qui ont d'ailleurs déjà expérimenté des mesures de confinement local, ponctuel, et puis finalement mesures qui ont été abandonnées ou remplacées par d'autres et qui n'ont pas l'air de produire de résultats, puisqu'on voit effectivement les chiffres et le nombre de nouveaux cas qui continuent de s'ajouter jour après jour. Et donc on voit effectivement une application assez élastique de ce couvre-feu. Alors, on n'en est qu'au 2e jour, évidemment, mais il n'est en place que pour une semaine. Et là encore, on a du mal à voir comment ça peut déboucher sur des résultats concrets de ralentissement du taux de contamination. Benjamin Netanyahu est évidemment fragilisé politiquement par cette crise sanitaire et économique. Et il doit faire face, Pascal, à la percée dans les sondages de ce qu'on pourrait appeler son némésis, son adversaire le plus intime, Naftali Bennett. Une récente enquête lui accordait 21 mandats en cas d'élection. Et le chef du parti sioniste religieux Yamina a de nouveau tiré ce matin un boulet rouge contre le Premier ministre. Selon vous, Pascal, le pouvoir de Benjamin Netanyahu est-il menacé ? Je crois que c'est un phénomène très intéressant. Naftali Bennett, effectivement, comme bête politique israélienne, on l'a vu tomber à plusieurs reprises, notamment au cours des 3 scrutins législatifs précédents qui l'ont mis à rude épreuve. On le voit à chaque fois se relever. Et en fait, cette fois au sol, 8 fois debout, Pascal. Absolument. Et Naftali Bennett trace son sillon, et son sillon, il est clair, il doit le conduire à la tête du gouvernement israélien à un moment ou à un autre, et on le voit agir en conséquence, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le leader de l'opposition, il joue le futur Premier ministre. On l'a vu depuis des semaines former une espèce de cabinet fantôme autour de lui, composé d'experts, justement, pour proposer des solutions, des alternatives dans la lutte contre le Covid. Il est sans arrêt sur le terrain, il va au
contact des municipalités, il va au contact des soignants. Il se présente effectivement comme un premier ministrable, sachant que finalement, l'ensemble, disons la majorité de la population, et on le voit dans les résultats du scrutin, étant de centre-droite à droite, il est une espèce de sioniste religieux light qui peut aussi bien convenir aux partis religieux sionistes, s'entend, et à l'électorat du Likoud. Donc Bennett avance. Il n'est pas dans une agressivité personnelle contre Netanyahou. Il se trouve que Netanyahou est l'obstacle qu'il doit franchir. Pour lui, l'objectif est clair. Il veut être le prochain chef du gouvernement israélien. Merci Pascal Zonshine, qu'on retrouvera avec plaisir demain à 14h10 pour un nouveau direct de Jérusalem. Bonne journée Pascal. Bon après-midi Steve. 14h15, on va marquer une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal avec le grand entretien en compagnie de l'économiste Marc Toiti. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Tous les matins sur Radio J, 6h, 8h, Ilana Ferradian. L'hymne des Jeux Olympiques, retour en 1972 ce matin. Et oui, c'est vrai qu'on y revient chaque année, souvent sur Radio J, mais c'est un chapitre important de l'histoire. Et notamment des survivants de la tuerie de Charlie Hebdo continuent de se succéder à la barre. Tous les témoignages convergent. La violence extrême, les balles qui fusent au cri d'Allahu Akbar, l'état de sidération. Du billet de Judith Mergui qui m'a rejoint en studio. Comment ça va Judith ? Ouais, j'ai décidé d'arriver en avance maintenant. 7h40, c'était trop tard. Quelle élève studieuse. De l'information, du décryptage, de l'humour. C'est ça, Radio J. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Leader Cash, jamais 203. Après Paris 19e et Levallois, Leader Cash vous accueille dans son 3e et nouveau magasin à Gagny. Leader Cash, viande sous vide, salade, traiteur artisanal, surgelé, fruits légumes, laitage, vaste rayon de boissons et un stand de pâtisserie. Leader Cash, 82 rue Petit, Paris 19e, 81 rue Jules Guesde à Levallois, 71 avenue Henri Barbus à Gagny. 3 magasins pour le meilleur et pour le prix. Leader Cash vous souhaite Hag Sameach. 14h17, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Steve. Marc, vous nous faites le plaisir d'être désormais l'un des chroniqueurs réguliers de ce 14h et je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes économiste, président du cabinet ACDFI et vous sortez ces jours-ci, Marc, un nouveau livre qui fait parler, Reset, quel nouveau monde pour demain, un ouvrage qui analyse les effets économiques de la crise, de la Covid-19, tout en traçant, et c'est l'aspect, optimiste du livre, des axes en faveur d'un retour de la croissance et de l'emploi. Marc Toiti, dans quelle situation économique se trouve notre pays 6 mois après le confinement ? Alors voilà, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, donc le reset, ça veut dire une remise à zéro. Donc c'est vrai que cette crise du Covid, malheureusement, a toute chose malheur est bon, et il faut la voir également comme le moyen de repartir sur des bases plus saines. Donc c'est vrai qu'il y a néanmoins 2 types de reset. Alors celui que j'espère qu'on va trouver et que j'évoque dans mon livre, qui est un reset positif, c'est-à-dire qu'on va partir effectivement sur des meilleures bases. Et puis le reset négatif, où malheureusement ça risque d'être pire qu'avant. C'est-à-dire on applique les vieilles méthodes et c'est malheureusement pire qu'avant. Donc ça c'est quand même malheureusement aujourd'hui ce qu'on est un petit peu en train de faire. Alors pour répondre à votre question sur l'économie française, le constat est quand même très difficile. On a donc une baisse de notre PIB, c'est-à-dire notre richesse en France, hors inflation, donc une baisse de 19% au premier semestre, qui évidemment est dramatique. Alors, bien sûr, depuis que le confinement est terminé, ça va un peu mieux, donc on a un redémarrage de l'activité, mais il y a encore énormément de secteurs d'activités qui sont complètement massacrés. Bien sûr, on pense au tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel, et bon, il y a encore malheureusement beaucoup d'autres secteurs qui sont également concernés. Et tout ça fait que on a une situation de rebond un petit peu mou. Donc, sur l'ensemble de l'année 2020, dans le meilleur des cas, on aura quand même une baisse de notre PIB de l'ordre de 9%, et moi je pense plutôt autour des moins 10 à moins 11%. Donc, c'est quelque chose c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, même depuis en fait le krach de 29 finalement. Donc c'est sûr que par rapport à ça, on doit se poser la question comment on va s'en sortir, parce qu'on va bien sûr s'en sortir. Alors
Le gouvernement, Marc Toiti, a annoncé au début du mois un plan de relance de 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Première question. Et deuxième question, quelle doit être finalement la priorité de l'État? Est-ce qu'il faut d'abord privilégier le sauvetage des entreprises ou au contraire soutenir la consommation des ménages alors que le chômage sévit de plus en plus sévèrement dans le pays? Alors, je dirais que du point de vue du plan de relance, je dirais que c'est plus un plan de soutien de l'activité, parce que, bien entendu, 100 milliards, c'est beaucoup, mais c'est à peu près 4% de notre économie, alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a baissé de 19%. Donc, c'est vrai que ça va aider, mais néanmoins, ce qui m'inquiète, c'est que ça va un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire, on saupoudre un petit peu des milliards, c'est un peu la valse des milliards, et malheureusement, il manque une stratégie. Par exemple, un élément très simple, aujourd'hui, on sait très bien que tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise sanitaire, on ne pourra pas retrouver une activité normale. L'un des moyens, par exemple, ça serait de trouver des tests, je dirais, immédiats. En fait, partout où nous allons, on souffle dans un ballon ou on fait un test et test antigénique. En 15 ou 20 minutes, on obtiendrait des résultats. On nous dit, voilà, peut-être même plus, 5-10 minutes, on a effectivement le résultat. Et là, donc là, ça change la vie, parce qu'à ce moment-là, on peut enlever notre masque, on peut rentrer, faire des conférences, faire des mariages, etc., aller au travail normalement. Et ça, c'est ça qui est surprenant, c'est que dans tous ces milliards, on n'en met pas une petite partie justement pour cette recherche, pour améliorer la situation. Alors, je ne parle pas de trouver un vaccin, parce qu'on sait très bien que ça va prendre du temps, mais au moins au niveau des tests, pour retrouver une activité pour les normale. tests antigéniques, j'ai une bonne nouvelle à vous donner, Marc, c'est que les tests antigéniques pourraient être mis sur le marché dans les prochaines semaines, semble-t-il, en France. Donc ça pourrait aller dans votre sens. J'espère. On espère là aussi, mais que de temps perdu. Mais bon, admettons, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça, c'est vrai que c'est important dans un plan de relance. Il faut penser justement, il ne faut pas opposer l'économie et le sanitaire. Parce que c'est clair que si les Français ou les populations ne sont pas en bonne santé, elles ne pourront pas aller travailler, donc l'économie, elle ne survivra pas. Donc il faut les deux à la fois. Il ne faut pas opposer l'économie et la santé, il faut effectivement les deux. Et encore, on a la chance en France d'avoir un État qui est extrêmement généreux. Je vous rappelle que pendant le confinement, l'État français donc a distribué des revenus, des aides aux entreprises pour à peu près 400 milliards. Et ce qui est très surprenant, c'est que tout à l'heure, vous parliez, votre question, c'était pour soutenir la consommation des ménages. Donc c'est vrai que l'État a soutenu les revenus des ménages pendant le confinement, mais comme les Français ne pouvaient pas consommer, l'épargne des Français a augmenté de 100 milliards d'euros pendant ce confinement, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc ce qui veut dire que maintenant on dit aux Français, allez-y, maintenant il faut consommer. Le problème c'est que comme il y a du chômage, comme il y a des entreprises qui font faillite, évidemment ils ont peur de consommer. Donc ils maintiennent ce qu'on appelle cette épargne de précaution. Donc c'est pourquoi soutenir la consommation c'est bien, on l'a déjà fait en partie. Ce qu'il faut soutenir avant tout, c'est l'investissement des entreprises, l'emploi. Et donc là c'est vrai, on a besoin de... Et rétablir la confiance des ménages peut-être aussi. Exactement, rétablir la confiance de tous, parce que les dernières enquêtes justement de confiance des ménages, des entreprises, ça va un peu mieux que pendant le confinement, mais c'est quand même extrêmement bas. Et donc c'est sûr que ce climat un petit peu anxiogène, où on est tous avec des masques, on ne sait pas trop si on peut avancer, si ce qu'on doit faire, etc., nous empêche justement d'avoir une vision et d'investir et d'innover. Donc ça c'est le mauvais reset, c'est-à-dire que justement c'est la mise à zéro mais qui ne fonctionne pas. Donc on met des milliards, donc ça, ne l'oublions pas, ces milliards viennent augmenter la dette publique, donc ça veut dire qu'il faudra la rembourser tôt ou tard, même si les taux d'intérêt sont bas. Et pourtant, cette dette ne génère pas une croissance suffisamment forte avec des emplois à la clé pour justement dynamiser notre économie. Donc, dans le livre, j'ai fait des simulations et c'est vrai que dans le meilleur des cas, on retrouvera notre niveau de PIB donc d'avant-crise, peut-être en 2023, voire 2025. Vous voyez, donc, sauf si évidemment, il y a un vaccin, il y a un vrai mouvement de financement de l'investissement, etc. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Marc, j'aimerais qu'on aborde maintenant, avant de nous quitter, un sujet qui intéresse probablement certains de nos auditeurs. L'évolution du marché de l'immobilier est suivie de très près. Que conseillez-vous à ceux qui nous écoutent? Est-ce le moment d'acheter un bien ou au contraire de vendre le sien avant que les prix dégringolent? Alors voilà, il faut être clair, aujourd'hui en France, on a ce qu'on appelle une bulle immobilière, parce que évidemment les prix, notamment dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc., ont trop augmenté par rapport à la réalité des ménages des Français, c'est-à-dire en fait des revenus des Français. Et donc alors c'est vrai que on a un petit peu masqué la réalité grâce à des taux d'intérêt extrêmement bas, grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne, et donc c'est ce qui fait que grâce à ces taux d'intérêt bas, les prix ont continué d'augmenter un petit peu dans le vide. Mais ça c'est évidemment très dangereux. Donc à partir de là, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes locataire, évidemment, c'est dommage de dépenser des loyers comme ça dans le vide. Donc, comme les taux d'intérêt sont bas, il faut emprunter pour devenir propriétaire, si on le peut. Donc là, évidemment, on peut continuer d'acheter, même si les prix vont baisser, mais sur le long terme, on retrouvera quand même sa mise. Si on est propriétaire, je pense qu'il mieux vaut attendre. On reste dans sa résidence principale, tout va bien. Si on veut plus grand, éventuellement,
s'endetter, mais bon, pourquoi pas. Et par contre, si évidemment on veut investir, on a déjà sa résidence principale, on a des résidences secondaires, etc. Moi, je pense que c'est pas le moment d'acheter, puisque on anticipe une baisse des prix de l'ordre de 15 à 20%, notamment dans les grandes villes. Après, alors ça dépend. Par exemple, il y a des petites villes en province, type Clermont-Ferrand, etc., où là les prix n'ont pas augmenté. Donc ça peut devenir intéressant. Et c'est vrai que aujourd'hui, spéculer sur les prix de l'immobilier, comme on est sur des plafond, ça peut être un petit peu dangereux. Donc mieux vaut à la rigueur plutôt prendre ses bénéfices pour ceux qui en ont fait. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en bourse, c'est-à-dire ou en immobilier. C'est-à-dire savoir vendre à temps. Donc il mieux vaut tenir que guérir, évidemment, ou que courir, comme on le dit souvent. Donc c'est pourquoi ça dépend de notre situation. Mais c'est vrai qu'on a quand même une bulle immobilière qui devra se dégonfler tôt ou tard. Et ça sera d'ailleurs salutaire, parce que si les prix baissent, ça va permettre justement de resolvabiliser de la demande. Il y a des personnes aujourd'hui, notamment des jeunes, qui ne peuvent pas encore acheter, qui pourront peut-être le faire demain. Voilà, donc si jamais effectivement les taux baissent un petit peu, beaucoup vont revenir sur le marché, donc ça dynamisera le marché. Donc merci beaucoup. De la baisse des prix, c'est pas forcément mauvais. Merci beaucoup Marc Toiti d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre nouveau livre foisonnant, je le disais, Reset, quel nouveau monde pour demain, édité chez Bouquelis. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir Marc. Avec plaisir, merci à vous, à bientôt. Au revoir. Rosh Hashanah approche à grands pas. Traditionnellement, un rituel a lieu à chaque nouvel an juif, celui de Tachlir. Il consiste symboliquement à jeter ses péchés dans un cours d'eau à travers des pierres. Le grand rabbin ashkénaze d'Israël, le Rav David Loh, a déclaré que cette année, la cérémonie serait interdite dans le pays en raison de la pandémie du coronavirus. C'est votre histoire du jour, Gabriel. L'idée de Tachlir est d'abord de se purifier avant la nouvelle année. Le terme Tachlir vient du verbe en hébreu signifiant jeter, en référence à notre volonté de nous défaire de nos péchés et en les jetant au loin à travers cette antique coutume. Une série de versets est récitée ensuite à côté d'un plan d'eau. Après la lecture de ces versets, on secoue les coins de ses vêtements. Chez les hommes, cela se fait généralement avec les coins du talit katan. Cette année, le premier jour de Rosh Hashanah tombant Shabbat, Tachlir devrait avoir lieu le deuxième jour, soit dimanche après-midi. Gabriel, le rabbin Loh souhaite éviter les rassemblements de masse. Le grand rabbin ashkénaze a publié une directive spéciale aux Juifs en notant que réciter le Tachlir ne devait pas nécessairement être fait près d'une source d'eau et par conséquent aucun rassemblement de ce type n'aurait lieu cette année. Il a ajouté également que la prière pouvait être effectuée de loin. Le grand rabbin ashkénaze qui préconise également une distanciation physique lors des offices et des moments de sonnerie du chauffard. Le Rav Loh a exhorté les responsables des synagogues à s'organiser pour les fêtes en notant les noms des fidèles pour assurer une séparation adéquate lors d'offices réduits. Il a ajouté que la sonnerie du chauffard devait être effectuée loin des fidèles pour s'assurer que les gouttelettes porteuses d'éventuels virus ne soient pas réparties sur une grande surface. Merci Gabriel Attal. 14h27, l'heure du coup de cœur de cette édition. Cet après-midi, zoom sur une série de podcasts que consacre France Culture aux mécaniques du complotisme, un programme qui depuis 8 saisons examine la propagande conspirationniste derrière de grands événements historiques, le génocide de Tutsi au Rwanda, les attentats du 11 septembre ou encore le négationnisme. La semaine dernière, le jury du Grand Prix des médias a attribué le prix du meilleur podcast à France Culture. Il y a 100 ans, était publiée à Paris la traduction française d'un texte aux origines aussi mystérieuses que son titre, Les protocoles des sages de Sion. Présenté comme le compte-rendu d'une réunion secrète des chefs de la communauté juive, il annonçait un plan détaillé pour mettre le monde sous leur domination. Rapidement dénoncé comme un faux, il va néanmoins circuler dans le monde entier. Vous venez d'écouter le générique de la nouvelle saison du podcast, nouvelle saison consacrée au protocole des sages de Sion, inventé dans la Russie pré-révolutionnaire du début du XXe siècle. On écoute un autre extrait du premier épisode de cette série. Au micro, l'historien des idées, Pierre-André Taguieff. Le document peut donc être compris comme un dévoilement involontaire du dit programme. On a là le schéma classique de la littérature conspirationniste qui se présente comme une littérature de dévoilement de la vérité cachée, dévoilement des secrets, etc. Les mécaniques du complotisme à découvrir sur le site de France Culture.
On va terminer en musique cette demi-heure, non pas avec le lancement des infos qui démarreront dans un peu moins d'une minute, mais avec la bande-son de ce 14h. Aujourd'hui, c'est Yael Naïm qui va rythmer la fin de ce journal. La chanteuse franco-israélienne a sorti au printemps un nouvel album intitulé Night Songs. Un des titres de cet album sombre et intime s'intitule Daddy, un hommage à son père défunt. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Hélène Schumann que j'ai saluée à mes côtés. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. À demain, portez-vous bien.